soir, on va parler de la politique naturelle. Donc personnellement, c'est le sujet qui m'a convaincu de la pensée maurassienne. Donc ça, j'ai vraiment à cœur de vous le donner ce soir, et j'espère que vous aussi, ça vous convaincra tout autant que moi. Alors bon, déjà la politique naturelle, on voit ce concept notamment dans la préface de Mes idées politiques, donc qui est un ouvrage de Charles Maurras qui est paru en 1937. Et son sujet, c'est la conception de la nature humaine. Maurras présente comment il voit l'anthropologie. Et cette anthropologie, elle est héritée d'Aristote, tout simplement. Mais on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Donc la politique, c'est l'organisation de l'homme, de l'homme dans la société. Il faut alors définir une anthropologie, et donc définir l'homme. En somme, la politique naturelle pose la question suivante: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'une société? Et quel principe la nature de l'homme nous pousse-t-elle à suivre dans l'organisation de la société? Alors déjà, dans cette conception de la nature de l'homme, il y a trois écoles. La première qui pense que l'homme est purement culturel. Tout est une construction sociale chez l'homme. Il y en a une autre qui pense que, au contraire, l'homme est purement naturel. L'homme est un animal comme les autres, mais en plus évolué, et la culture, qui est la différence entre nous, les hommes, et l'animal, et les animaux, cette culture-là est issue de la nature. Et enfin, il y a une troisième école qui pense que la nature humaine a un fondement naturel, mais l'homme a une marge de manœuvre que n'ont pas les animaux, et cette marge de manœuvre, c'est la culture. Alors l'homme est à la fois naturel et culturel pour cette école. Mais le problème est donc de savoir dans quelle mesure les deux domaines s'articulent. Alors aujourd'hui, la conception dominante, vous la connaissez très bien, c'est celle de la nature comme quoi la nature humaine est une pure construction sociale, celle de l'homme purement culturel, donc celle qui aboutit à nier l'existence même d'une nature humaine en fin de compte. Donc la dimension biologique et naturelle de l'homme est niée ou minimisée. Il n'y a pas d'inné que de l'acquis. Et résultat, tout est possible, tout n'est qu'une question de volonté. Donc ça autorise tous les excès qu'on voit à l'heure actuelle, donc notamment la PMA, la GPA, qui est la théorie du genre, ou le transhumanisme, qui sont des sujets particulièrement d'actualité, qui découlent de cette vision de la nature humaine, d'un homme purement culturel. Alors, le but de ce cercle, ça va être d'abord, dans un premier point, de critiquer la philosophie politique moderne, qui est en premier lieu tirée de Rousseau, principalement, et qui est le fondement du régime républicain. L'objectif, ce sera de réfuter donc les principaux dogmes libéraux et démocratiques, comme l'égalitarisme. Et enfin, en deuxième point, alors c'est pas un plan très académique, c'est un plan en 2 points, on continuera avec la position maurassienne, et on la posera en opposition à la vision rousseauiste. Du coup, on va aborder la pensée de Rousseau sur ce qu'est l'homme. Alors, tout simplement, c'est la pensée rousseauiste, c'est la conception moderne de l'homme, de la société, comme quoi la société est issue d'un contrat, et ça, il y en a d'autres philosophes le disent, comme Hobbes ou Locke. Mais là, on va plutôt se concentrer sur Rousseau. Alors, Rousseau, c'est un penseur du contrat. C'est une conception de l'homme qui repose d'abord sur des principes abstraits et des postulats plutôt erronés ou invérifiables. Donc le premier postulat duquel en découle d'autres, c'est que la nature est bonne, raisonnable, et la raison est naturelle. Bon, évidemment, il démontre rien du tout, c'est un postulat qui sort de nulle part. Et de ce postulat découlent d'autres postulats comme celui de la bonté naturelle de l'homme. Bon, encore une fois, c'est indémontré, et quand on voit ce dont est capable l'homme, on peut franchement en discuter, et que les hommes sont égaux dans la nature. Voilà, donc dans leur état de nature, et on va revenir sur ce concept d'ici peu. Donc les hommes sont égaux de base, les hommes sont tous égaux dans la nature. Alors c'est une vision mécaniste de la société, de même que les molécules exercent les unes sur les autres une action réciproque, avec une égalité parfaite. Dans le domaine social, les hommes fonctionnent sur le principe du contrat social. Donc l'échange équilibré de droits et obligations entre plusieurs individus
duquel chacun cherche à tirer une satisfaction maximum. Donc en fait le contrat social, c'est tout simplement, disons que le contrat social, c'est des individus qui réciproquement, on va dire, vont s'échanger des obligations, des droits et des libertés. Donc ces pensées considèrent les hommes comme des individus seuls. Or, on ne connaît pas d'homme sans société. Ça pousse à penser à un état de nature. Donc l'état de nature, qui est un concept purement imaginaire, qui n'a pas de base historique. Et dans cet état de nature, chacun aurait vécu pour soi-même, sans rapport avec les autres. Pas de famille, pas de langage, pas de loi, pas de propriété. Et pour ce qui est du fait qu'il n'y ait pas de famille, c'est difficilement imaginable, puisque en réalité, jusqu'à preuve du contraire, les hommes ne sortent pas de terre ou ne poussent pas sur les arbres. Vous en conviendrez facilement. Et donc, de l'aveu même de Rousseau, cet état de nature, c'est un état, et je cite, qui n'existe plus, qui n'a peut-être point existé, et qui probablement n'existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d'avoir des notions justes pour bien juger de notre état présent. Donc en fin de compte, Rousseau ne croit même pas en son propre concept, il fait de l'idéologie, il pose son concept, il pose son postulat, qui n'est pas du tout, qui est totalement infondé, et il part du principe que de ce postulat doivent en découler des systèmes. Alors, autre conséquence de tout cela, on voit donc une pensée réductionniste. C'est-à-dire que le biologique marche comme le physique, l'humain comme le biologique. L'homme est un animal machine. Mais bon, la différence avec l'animal, l'homme est un agent libre, et il est perfectible. Cependant, pour Rousseau, cette caractéristique, liberté et perfectibilité, c'est la cause des malheurs humains. En effet, de la liberté découle l'inégalité, et cette inégalité rend l'homme mauvais. Donc, si la nature est raisonnable, donc bonne, tout fait de culture est suspect et susceptible d'être remis en question par la raison. La société est dès lors vue comme pouvant être l'œuvre de la raison. Donc là, on va citer le contrat social. L'inégalité étant presque nulle dans l'état de nature, tire sa force et son accroissement du développement de nos facultés et des progrès de l'esprit humain, et devient enfin stable et légitime par l'établissement de la propriété et des lois. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers. Donc voilà. Donc pour Rousseau, la société est fondée sur l'échange, née de la division donc la société est aussi née de la division du travail. Ça lance la primauté de l'économie donc. Elle naît aussi de la naissance de l'agriculture. Ça provoque la naissance donc tout ça, ça provoque la naissance de la société. Et là, je cite encore une fois Rousseau, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Donc c'est les premières théories de l'aliénation et de l'exploitation. Donc la propriété crée les inégalités. Or, toute inégalité est mauvaise puisque la nature est égalitaire. Pour Rousseau, par nature, nous sommes tous égaux. Et donc c'est la société qui crée l'inégalité, qui donc rend l'homme mauvais, disons. Alors comment retrouver cet état de nature ? Puisque cet état de nature dont la société a brisé. Si la société est mauvaise, c'est parce qu'elle met l'homme sous la dépendance de l'homme. Le seul moyen de régler le problème de l'égalité, c'est donc de substituer la loi à l'homme. La volonté générale doit avoir un pouvoir supérieur à toute volonté particulière. C'est la recherche d'un despotisme sans despote, d'une formule pour niveler les hommes dans le respect de la loi, si besoin sous les ordres d'un seul. Donc là, on a donc la formule du contrat. Donc en effet, si les hommes sont égaux, ils ne peuvent former d'association qu'à travers un contrat, pour que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Donc là, j'ai encore une fois cité Rousseau. C'est un moyen pour que l'homme puisse, au sein de la société, atteindre l'autonomie parfaite de l'état de nature. Donc en fait, le contrat social qu'il impose, qui impose la loi aux hommes, c'est ce qui permet donc à l'homme de retrouver l'état de nature égalitaire. Problème de ce schéma, c'est qu'il oppose nature et culture.
la liberté, égalité, bonté de l'homme naturel, tout ça s'est battu en brèche par l'apparition de l'histoire et de la société. Donc à partir d'une métaphore purement littéraire, Rousseau déduit que la société est une aberration historique. Or, l'état de nature, c'est une fiction, comme on l'a vu, et ce que confirme sans difficulté l'histoire. L'homme est un animal social et n'était ni meilleur ni pire au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et il est encore moins, et il n'est ni meilleur ni pire qu'au deuxième millénaire avant Jésus-Christ qu'aujourd'hui. Il y a bien eu une révolution néolithique avec l'adoption de l'agriculture, mais l'homme d'avant n'a rien à voir avec ce qu'imaginait Rousseau. On sait même aujourd'hui que dans la nature, les animaux qui nous sont les plus proches vivent en groupes hiérarchisés. Donc en fait, ils vivent dans des formes, ouais, évidemment, c'est un peu provocateur comme formule, mais ils vivent dans des formes de société. De même, la nature de Rousseau est une projection de ses désirs. Un jardin à l'anglaise, et un jardin à l'anglaise, si vous ne savez pas, le principe, c'est justement que, au contraire du jardin à la française qui impose la volonté humaine à la nature, le jardin à l'anglaise, c'est la nature domestiquée, mais travaillée pour avoir l'air sauvage. Donc d'une certaine manière, la pensée rousseauiste, c'est un peu ça. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est. Voilà, elle est, tout simplement. Il n'y a pas de considération morale à avoir envers la nature. Et surtout, elle est le lieu d'une lutte pour la vie et la survie. Alors, fausse nature, fausse raison, puisque ce que propose Rousseau, puisqu'elles occultent l'agressivité naturelle de l'homme, les théories du contrat et de l'état de nature sont condamnées à être démenties par les faits. Et ça, on va le voir juste après. Toute théorie, doctrine ou idéologie reposant sur la bonté de la nature et la perversion de la société pensée utopique, avec les dérives totalitaires que l'on sait. Donc on pense notamment au totalitarisme du XXe siècle, qui sont effectivement tirés de cette utopie égalitariste que nous présente Rousseau. Donc voilà pour la pensée rousseauiste. Je pense vous avoir fait une sorte de panorama, donc si les choses sont pas claires, évidemment vous pourrez poser vos questions juste après. Mais maintenant, on va aborder le cœur du sujet, si je puis dire, c'est-à-dire que ce que pense Maurras du sujet et son objection à la pensée rousseauiste. C'est-à-dire que Maurras, excusez-moi, pour Maurras, l'homme est un animal politique. Et ça, bon, c'est comme ce que dit Aristote. Et donc oui, effectivement, la pensée maurassienne est totalement, en tout cas sur ce sujet, totalement tirée d'Aristote. Donc, je vais vous citer cette fois-ci la préface donc, de mes idées politiques sur la politique naturelle. Le petit poussin brise sa coquille et se met à courir. Peu de choses lui manquent pour crier « Je suis libre ». Mais le petit homme, au petit homme, il manque tout. Bien avant de courir, il a besoin d'être tiré de sa mère, lavé, couvert, nourri. Avant que d'être instruit des premiers pas, des premiers mots, il doit être gardé des risques mortels. Le peu qu'il a d'instinct est impuissant à lui procurer les soins nécessaires. Il faut qu'il les reçoive, tout ordonné d'autrui. Il est né, sa volonté n'est pas née, ni son action proprement dite. Il n'a pas dit je ni moi, et il en est fort loin qu'un cercle de rapides actions prévenantes s'est dessiné autour de lui. Le petit homme, presque inerte, qui périrait s'il affrontait la nature brute, est reçu dans l'enceinte d'une autre nature empressée, clémente et humaine. Il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen. Donc voilà la fin de la citation. Alors ici, Maurras, il fait un constat de bon sens. Le socle de l'anthropologie maurassienne, déjà, c'est que l'individu, considéré dans sa réalité humaine, concrète, parce que l'homme n'est pas une abstraction, contrairement à ce que pense Rousseau, ou plutôt contrairement à ce que dit Rousseau, disons, l'homme est tiré d'une cellule sociale, donc premièrement la famille, et d'une temporalité. L'homme ne naît pas majeur, ni indépendant, ni libre. Il est aussi tiré d'une relation à sens unique. L'enfant dépourvu de raison, de liberté et de pouvoir, alors tout lui vient des soins prodigués par le groupe auquel il appartient. L'exemple du poussin par rapport à ça est très parlant, puisqu'il peut déjà plus ou moins vivre, là je parle du poussin, le poussin peut déjà plus ou moins vivre dans la nature à peine sorti de sa coquille. Alors, par contre, pour ce qui est du bébé,
Ça va être un peu grossier, mais enfin, posez-le par terre juste après sa naissance, et ne lui faites rien, posez-le par terre après sa naissance, il va mourir. En fait, dès sa naissance, il vit dans une société. Il a besoin de la société dès sa naissance. Donc ça, en fait, ça implique que le groupe soit inégalitaire. L'enfant n'est lié à sa famille par aucun contrat. Il est dépourvu de raison et ne peut rien apporter à sa famille en échange de la protection qu'elle lui donne. Donc voilà, déjà, par rapport, ça détruit totalement l'idée du contrat, puisqu'en fait, dès la naissance, l'enfant ne peut rien rendre, il reçoit un don gratuit de son cercle social. Donc si pour résumer, le point d'entrée de l'homme dans la société repose sur une relation gratuite, inégalitaire et donc hiérarchisée. L'autorité, la hiérarchie et l'inégalité sont au fondement de la société, et le petit homme ne peut se développer que dans un ordre différencié. Il n'y a ni liberté, ni égalité à la naissance. Bon là, voilà, déjà, on pose les bases. Maurras met Rousseau en assistance respiratoire. Voilà, déjà ça c'est clair. Donc on va continuer. L'homme, pour Maurras, c'est avant tout un héritier. Donc il hérite d'une langue, d'un héritage spirituel, d'une instruction, d'un apprentissage, d'un savoir, etc., etc. On peut même rajouter, pourquoi pas, d'un sang, d'une certaine biologie. On peut rajouter aussi des considérations biologiques. Quoi qu'il advienne, il en sera toujours l'héritier et le débiteur de cette société dans laquelle il vient au monde. Je cite encore une fois, « L'individu qui vient au monde dans une civilisation trouve incomparablement plus qu'il n'apporte. Une disproportion qu'il faut appeler infinie s'est établie entre la propre valeur de chaque individu et l'accumulation des valeurs au milieu desquelles il surgit. Le civilisé, parce qu'il est civilisé, a beaucoup plus d'obligations envers la société que celle-ci ne saurait en avoir jamais envers lui. Il a en d'autres termes bien plus de devoirs que de droits. » Donc en fait, on peut déjà définir l'homme comme un héritier. Il hérite de là où il naît, d'abord de son cercle familial, puis ça peut être puis des autres groupes sociaux qu'il sera amené à rencontrer, puis jusqu'à même la nation. Donc cette condition de l'homme, cette condition humaine, elle est universelle, elle n'est pas propre à chaque culture. Il existe une identité de nature entre les hommes, une universalité de la personne humaine, et là je cite encore une fois, un composé de science et de conscience, une faculté d'adhérer spontanément aux axiomes universels des nombres et des figures, à se réfugier et à se reposer dans les perceptions ou les acquisitions immémorielles du bon sens et du sens moral, la distinction du bien et du mal, l'aptitude à choisir ou à refuser l'un et l'autre. Donc là-dessus, il y a effectivement une certaine universalité de la nature de l'homme. Donc résumons, l'allégorie du petit poussin fait qu'il ne faut pas considérer l'homme comme un individu, mais le considérer comme un être social, puisqu'il n'existe pas d'homme sans société, et la preuve, comme je vous ai dit, voilà, on laisse un enfant tout seul dès sa naissance, on le pose par terre, voilà, il ne fera plus rien, il mourra. L'individu n'est pas une unité sociale, il n'existe qu'en philosophie. L'unité sociale réelle, l'organisme élémentaire vivant qui engendre et soutient la société, c'est la famille. La personne humaine est avant tout le produit de la société. Et là, encore une fois, Rousseau est encore une fois en PLS. Alors, Maurras, et avant lui Aristote, saint Thomas d'Aquin, voilà, Maurras lui-même disait je n'ai pas d'idée, parce que effectivement, il reprend énormément d'autres penseurs, ce qui ne veut pas dire que c'était un homme bête, au contraire. Et donc pour Maurras, la société, c'est un fait de nature. Et je le cite de nouveau, « La société n'est pas une association volontaire, c'est un agrégat naturel. Elle n'est pas voulue, elle n'est pas élue par ses membres. Nous ne choisissons ni notre sang, ni notre patrie, ni notre tradition. Notre société natale nous est imposée. La société humaine fait partie de notre nature. Nous avons seulement la faculté de l'accepter, de nous révolter, peut-être de nous révolter contre elle, peut-être de la fuir, sans pouvoir nous en passer essentiellement. » Alors ainsi, ce que nous dit Maurras, c'est que les sociétés naturelles sont les familles, les cités, les nations.
Ce qui distingue ces sociétés naturelles, c'est leur finalité. La fin de la société civile ou publique ou nationale embrasse tous les citoyens, car elle réside dans le bien commun. Donc Maurras ici revient sur un constat aristotélicien. L'homme n'est pas une créature isolée mais sociale. Un animal, et là on cite Aristote, un animal qui forme des cités, des sociétés établies sur l'amitié. Il renvoie ainsi dos à dos deux visions erronées de la nature humaine. D'abord la vision pessimiste de Hobbes, comme quoi l'homme est un loup pour l'homme, donc l'homme est mauvais, et la vision optimiste de Rousseau, l'homme est bon, l'homme est naturellement bon. En fin de compte, l'homme n'est ni bon ni mauvais, il est un peu des deux, mais c'est d'abord un héritier. Et il est du coup le produit d'une société, le produit d'un contexte, le produit d'une tradition, le produit d'un héritage. Alors Maurras rappelle au contraire qu'il y a une ambiguïté dans la nature humaine. S'il existe une amitié naturelle de l'homme pour l'homme, animal social qui a besoin de son semblable, il lui arrive d'éprouver la nécessité de se protéger contre lui. Et de nouveau, je cite Maurras. Visage de Dieu, visage de loup, l'expression alternante du visage de l'homme en présence de l'homme résulte de sa constitution, de sa loi. Naturellement philanthrope, naturellement misanthrope, l'homme a besoin de l'homme, mais il a peur de l'homme. Les circonstances seules règlent le jeu de ces sentiments, qui se combattent, mais se complètent. Donc ça résout en fait la contradiction initiale. La société est à la fois nature et culture, comme l'est l'homme. Il faut tenir compte de ces deux paramètres. Comme Maurras le dit, l'homme n'est ni bon ni mauvais. C'est toute une question de contexte. L'homme est capable des deux. Alors maintenant, on va parler de la notion de liberté chez Maurras, qui est aussi importante. Alors pour Maurras, si l'homme se définit avant tout par rapport à sa nature sociale, qu'en est-il dès lors de la liberté humaine ? L'homme est-il libre et dans quelle mesure ? Alors Maurras, il n'affirme pas que l'homme est dénué de liberté ou que la liberté est mauvaise. L'homme dispose d'un libre arbitre. L'existence d'une nature humaine englobante n'empêche pas que chaque homme possède son caractère propre, ce qui implique une certaine liberté. De la liberté naît la diversité humaine, mais également l'inégalité entre les hommes. Donc en fait, si on veut vouloir l'égalité d'une certaine manière, c'est contradictoire avec le fait de vouloir la liberté. Et là, du coup, on comprend pourquoi la devise liberté, égalité, fraternité, c'est un peu basé sur du vent. Alors l'inégalité n'est pas mauvaise en soi, elle est au fondement de la société, puisque de l'inégalité naît l'association. Et là je cite, « Rien de plus naturel à l'homme, faible, il se trouve toujours trop seul, fort, ne se sent jamais assez suivi ni servi. L'inégalité des valeurs, la diversité des talents sont les complémentaires qui permirent et favorisèrent l'exercice de fonctions de plus en plus riches, de plus en plus puissantes. Cet ordre naît de la différence des êtres, et engendre le succès et le progrès commun. » Donc en soi, l'égalité n'est pas un bien. En tout cas, l'égalité n'est pas un bien en soi. Alors l'homme a beau être libre, il est un citoyen qui n'agit jamais seul. Il doit tenir compte des autres membres du groupe social. Donc la liberté chez Maurras, la liberté chez Maurras, en fait, ce n'est pas un principe abstrait. C'est un principe qui est bel et bien défini. Liberté limitée par le mal, la mort, etc. Elle doit prendre son sens par rapport à la nature sociale de l'homme, hiérarchique et inégalitaire, comme on l'a vu tout à l'heure. La liberté, elle doit être pensée par rapport à l'autorité, ne serait-ce que pour faire respecter l'ordre public. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit être légaliste à l'heure actuelle, je vous vois venir. Alors il y a une nécessité que la liberté, est une finalité. Et cette finalité, on l'a vu, elle est dans le domaine social, elle est dans le bien commun. Alors, on va voir ici une définition du libéralisme qui, au contraire, postule la liberté comme une fin en soi, sans la définir par rapport à un but. Au contraire, pour Maurras, et là je le cite, « La liberté n'est pas au commencement, mais à la fin. Elle n'est pas à la racine, mais aux fleurs et aux fruits de la nature humaine, ou pour mieux dire, de la vertu humaine.
On n'est plus libre à proportion qu'on est meilleur. Il faut le devenir. Nos hommes ont cru s'attribuer le prix de l'effort par une déclaration de leurs droits fameuse, en affichant dans leurs mairies et leurs écoles, dans leurs ministères et leurs églises que ce prix s'acquiert sans effort. Mais afficher partout que chacun né millionnaire vaudrait-il à chacun ombre de millions? Direz-vous que c'est un droit à la liberté? Le droit aux millions ne serait pas plus vain. La liberté, principe métaphysique, est une chose. Les libertés en sont une autre. Et donc Maurras va plus loin en poussant la logique libérale au bout de ses conséquences les plus funestes. Et là, de nouveau, on cite: la liberté du fou s'appelle folie, celle du sot, sottise, celle du bandit, banditisme, celle du traître, trahison, et ainsi de suite. Dire que les libertés se limitent les unes les autres est tout à fait juste de l'état de sauvage ou de l'état d'anarchie. Cela signifie simplement que les forts oppriment ou exploitent les faibles, tant que les faibles ne se révoltent pas contre les forts. La liberté conçue comme régime ou comme principe, c'est un chaos, généralement douloureux. Donc la liberté vaut pour ses sujets et son objet. C'est un moyen, pas une fin. La liberté implique l'autorité, l'autorité étant la liberté arrivée à son point de perfection. Et là je cite encore Maurras: la liberté d'un père de famille est une autorité. La liberté d'une confession religieuse est une autorité. Ce sont encore des autorités que la liberté d'une association, la liberté d'une commune, d'une province déterminée. La liberté implique, cela va sans dire, donc la responsabilité. Alors là, on a un autre problème. Si l'on reconnaît que l'homme est libre, cette liberté suppose-t-elle une prépondérance de la volonté? En d'autres termes, si l'homme est libre, c'est-à-dire qu'il peut dans une certaine mesure s'affranchir de la nature et avoir une prise sur son environnement, son destin, peut-il espérer réaliser tous ses désirs? Doit-il absolument chercher à les réaliser? Et alors pour Maurras, il faut reconnaître que l'homme ne peut pas tout tirer de son propre fond, mais doit s'appuyer sur la nature. Le bon sens lui commande d'imiter l'expérience de ses pairs, pour régler sa conduite et notamment son action politique. Toute collectivité humaine doit privilégier la famille, élément et durée de la stabilité de la société. La famille ouvre l'individu à la vie en société, lui-même tendra à reproduire cette structure providentielle. Et là je le cite de nouveau. Désolé, il y a beaucoup de citations, mais je pense que c'est important pour bien comprendre Maurras. Dès que l'homme se met à travailler avec la nature, l'effort est allégé et comme partagé. Le mouvement reprend tout seul. Le fils trouve tout simplement de devenir père, l'ancien nourrisson nourricier, l'héritier entreprend de garder et d'augmenter l'héritage afin de léguer à son tour, le vieil élève élèvera, l'ancien apprenti sera maître, l'ancien initié initiateur. Tous les devoirs dont on a bénéficié sont inversés et reversés à des bénéficiaires nouveaux, par un mélange d'automatisme et de conscience auquel on part les habitudes, les imitations, les sympathies, les antipathies, et dont il faut même se garder d'exclure les agréments de l'égoïsme, car ils ne sont pas en conflit obligatoire avec le bien social. Ces processus de transmission, ils prennent leurs racines dans la famille. Ce recours à la famille s'appuie sur un constat empirique, et là, encore une fois, je vais citer Maurras: l'histoire et la géographie des peuples produisent des régimes dont la forme extérieure varie, mais les seuls gouvernements qui vivent longuement, les seuls qui soient prospères, sont toujours et partout publiquement fondés sur la forte prépondérance déférée à l'institution parentale. Celle qui désavoue ces principes de la nature ne tarde pas à se désavouer elle-même par la pratique d'un népotisme effréné comme le fait nôtre. Il en résulte que si la volonté a une place en politique, celle-ci est nécessairement limitée par la nature sociale de l'homme. Si la société est un fait de nature, l'État ne peut garantir le bien commun en agissant à rebours de ce qui, dans la nature humaine, rend le fait social possible. Alors c'est précisément le problème posé par tous les régimes reposant sur des principes révolutionnaires. L'esprit révolutionnaire, et là je cite Maurras, l'esprit révolutionnaire croit la politique appelée à donner des prix aux individus. Il oublie que sa tâche n'est que de faire prospérer les communautés. De cette confusion est sortie toute son erreur. Où la sagesse universelle pense bonheur collectif, bien public, unité collective, c'est-à-dire famille, État, race, nation,
le révolutionnaire pense bonheur et satisfaction du privé, en d'autres mots, l'insurrection. Il en résulte que tout État entreprenant de réformer les lois de la nature se tire une balle dans le pied. D'une part, cela est impossible, d'autre part, toute tentative en ce sens peut causer de sérieux dommages. Je cite Maurras, « Celui qui, pour l'égalité, supprime toute concentration de richesse, supprime aussi les réserves indispensables que doit requérir et mobiliser toute entreprise, passant un peu l'ordinaire. Celui qui, pour l'égalité, supprime la transmission normale des biens qui n'ont pas été dévorés en une génération, supprime aussi l'une des sources de cette concentration précieuse. Excusez-moi. Il supprime en outre tout ce qui compose et prolonge des capitaux moraux qui sont encore plus précieux. » Alors en somme, je conclurai sur ce point, il n'y a pas de bien social qui ne vienne des différences humaines. Des inégalités justes et justifiées par le bien qu'elles procurent valent mieux et sont mieux reçues que des égalités inexistantes. La nature de l'homme, celle d'être un animal politique, précède sa volonté. Or, en démocratie, c'est à la volonté humaine qu'est donnée l'ascendant sur la nature. Nous pouvons tout ce que nous voulons. Tous les régimes volontaristes qui nient le réel, qui contredisent l'ordre naturel, échouent et aboutissent au totalitarisme. Tous les régimes voulant aboutir à un homme nouveau. Voilà pour ce long passage sur la liberté. Vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Mais d'abord, on va parler de la République. Et donc la République, quel rapport avec tout ça? Alors dans la mesure où la République repose sur des principes contraires à la nature humaine, elle est le principal obstacle à l'application de la politique naturelle. Problème, l'erreur de la démocratie libérale est devenue, et je cite, une habitude de langage et de pensée à laquelle se cramponne plus d'un esprit peu cultivé, de capitaliste, de patron, de grands possédants. Mais il y a donc la nécessité d'une rénovation intellectuelle, que devant un risque aussi grave, le meilleur du pays ne se lève pas avec la décision qu'on attendait de lui, que le profond des plus belles âmes, la pure cime de la piété civique et du dévouement social, ne soit pas même baigné des lumières suffisantes, et que ces lumières ne viennent pas d'où elles devaient venir. Cela augmente horriblement tous nos périls immédiats. Alors, pour votre plus grand bonheur, peut-être je vais conclure cette conférence. En somme, il faut connaître les vérités de la nature, ou il faut périr sous leur coup. Ça, c'est une phrase de Maurras. Alors, la politique ne saurait s'appuyer sur des abstractions, mais remonter au principe, au rapport entre le volontaire et le naturel, le moral et le physique, dans la réalité sociale de l'homme. La République trompe et laisse les personnes se tromper en substituant une foi à la connaissance. Cette substitution aboutit systématiquement au totalitarisme. Mieux la nature sera vue dans sa vérité, mieux l'on saura loger des droits. Bon, je termine par une... excusez-moi, j'ai pas précisé, mais je termine par une citation de Maurras. Mieux la nature sera vue dans sa vérité, mieux l'on saura loger les droits et les devoirs là où ils sont, au lieu d'en bourrer un espace où l'on ne peut les pratiquer, parce qu'ils n'y sont pas et n'y peuvent pas être. On n'y trouve que des liaisons de nécessité auxquelles on ne peut rien que de les reconnaître, et pour les vaincre, commencer par leur obéir. Je vous remercie de m'avoir écouté.